Avant d'entamer l'ordre du jour de notre conseil communautaire, je voudrais que tous ensemble et de manière solennelle, nous prenions une motion pour affirmer notre soutien au maire de Saint-Macaire, Céric Serbeau, qui a fait l'objet la semaine dernière d'une agression physique insupportable. Il est temps de mettre un terme à ce genre d'agissement qui ne relève plus de la simple incivilité et se répète régulièrement. Souvenez-vous que l'an dernier, ce qui est arrivé à notre collègue de Rions, Patrick Mazzi, pour avoir essayé de faire respecter le confinement, il a été violemment pris à partie par des jeunes du village. Dans le cas de Cédric Serbeau, le scénario est à peu près identique. En essayant de s'interposer dans un conflit de voisinage, il a été frappé, injurié et menacé de mort par des jeunes qui ont perdu tout sens de repère de vie en société. Si l'on ne peut accepter le fait qu'il y ait parmi nos populations, et notamment chez les jeunes, beaucoup de souffrances liées aux difficultés pour se faire une place au sein de notre société, ce type de comportement violent est totalement injustifiable et ne peut être toléré. Nous le savons, il y a beaucoup à faire. Les élus de terrain que nous sommes n'ont jamais été aussi importants dans ce rôle de médiation et nous devons, plus que jamais, être convaincus de l'importance de nos missions. C'est pourquoi je demande que la sécurité des élus soit enfin garantie et que ces gestes insupportables soient traités comme il se doit. Voilà, je vous propose, chers collègues, d'adopter cette motion que nous transmettrons d'abord à notre collègue et également à monsieur le sous-préfet de la circonscription. Est-ce que quelqu'un est opposé à cette mission? S'abstient? Donc, je considère que c'est pris à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup, chers collègues. Je voudrais, en suivant, vous dire, pour ceux qui ne le sauraient pas, que nous avons l'honneur d'avoir un nouveau président de la mission locale et qui est un de nos élus, puisque Vincent Joanneau a été élu président de la mission locale. Et j'y associe, parce que c'est important, Denis Pernin, qui est, je crois, le premier vice-président de la mission locale. Donc c'est pour nous un grand honneur de pouvoir avoir des élus qui vont participer à la destinée de la mission locale. Ensuite, je voudrais vous présenter notre dernier arrivé, je crois, Jérôme Prévost, qui est par là, si vous voulez, donc qui est notre nouvel animateur CISPD. Donc je pense qu'il aura l'occasion, n'est-ce pas Jérôme, de faire un peu le tour, pas des popotes mais des mairies, pour aller voir nos collègues maires et échanger avec eux effectivement de tout et tous les problématiques qui sont liées effectivement à ce type d'incivilité, voire même plus, puisque malheureusement ça ne se tient pas qu'à ça. Je propose ce soir de confier le secrétariat à notre collègue Valérie Méneret. Voilà, bon, elle s'est écartée de la table, donc tu te remets à table. Voilà, est-ce que quelqu'un est opposé à cette désignation? S'abstient? Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Maintenant, on va afficher, mais vous avez dû les avoir, donc, à l'appel, excusez-moi. Oui. Bon, on a pas mal de... C'est sûr que plus on s'approche des fêtes, plus il y a une accélération au niveau des réunions et des indisponibilités. On a même des collègues qui sont cas contact et qui n'ont pas pu venir ce soir.
Je fais l'appel. Catherine Bertin, Daniel Boucher, Béatrice Caresco a donné pouvoir à Denis Pernet, Didier Casimajou, Didier Charlot, Dominique Clavier, Andrea Dandonpierre, Bernard Daney, François Dora, Jean-Marc Depuy. Il n'est pas arrivé. Donc on va Jocelyn Doré, Mylène Doro, Bernard Dréau, Laurence Ducos, Thomas Filiat, Maryse Fortinon. Ah, non. Il faudra améliorer le fléchage, André. Bruno Carabos a donné pouvoir à Jocelyn Doré, Michel Garat, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau a donné pouvoir à Mylène Doro, Pierre Laïto, Michel Atapi, absent, Corinne Loland, Julien Le Tacon a donné pouvoir à Jean-Patrick Soulet, André Massieu, Bernard Mateil, Valérie Ménoré, Jean-Bernard Papin, Frédéric Pédurand, Patricia Peignet a donné pouvoir à Frédéric Pédurand, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez, Denis Pernin, Sylvie Porta, Alain Quérens, Pascal Rappé a donné pouvoir à Michel Garat, Audrey Rénal a donné pouvoir à Florence Ducos, j'ai marqué Florence, Denis Rennes, Marilyn Rideau a donné pouvoir à Didier Casimajou, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Techné. Absent? Bon. Voilà. Donc on va passer en premier lieu à la liste des décisions du président. Vous avez les DIA qui ont été transmises, dont vous avez dû prendre connaissance. Ça a été. Après, nous avons la décision qui 2021-54 sur l'attribution d'une aide économique de 1 500 € hors taxe à l'association des Côtes-de-Garonne dans le cadre de l'aide aux projets partenariaux structurants. La décision suivante, 2021-55, attribution des marchés d'entretien des réseaux d'eau usée, d'eau pluviale et de bacs enterrés d'ordures ménagères pour un montant de 23 808 € TTC à la société La Populaire. Décision 2021-56, désigner le cabinet Boissy dans l'affaire Madame Françoise Jounot contre la communauté de communes Convergence Garonne. Voilà, donc ça c'était les informations que j'avais à vous donner. Et nous passons donc aux délibérations. Première délibération concernant le développement économique, ouverture dominicale des commerces de détail en 2022. Et je donne la parole à Dominique Clavier. Bonsoir à tous. Donc effectivement l'ouverture dominicale des commerces est réglementée, façon de savoir. C'est donc une délibération habituelle qu'on a à faire en fin d'année, puisqu'on est les demandes d'ouverture sont limitées à 5 sur décision du maire, et au-delà de 5 ouvertures, le maire doit recevoir un avis conforme de la communauté de communes. Dans ce sens-là, la commune de Brenassac nous a sollicité. Vous avez le tableau, je ne sais pas si vous voyez, on vous l'a communiqué, concernant les types de commerce et les dates demandées qui sont au nombre de 12. Donc, ce que je vous demande sauf avis contraire de votre part, donner un avis conforme en ce qui nous concerne. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Qui s'abstient? Qui est contre? Ah, une abstention. Qui est contre? Merci.
Je repasse la parole au président. Merci beaucoup. Donc, deuxième délibération, pôle d'accompagnement citoyen, approbation des règlements intérieurs du portage des repas à domicile en liaison froide. Et je donne la parole à notre collègue Sylvie Porta. Bonsoir tout le monde. Donc ça concerne l'article de la tarification et facturation pour la modification du règlement intérieur. Comme vous savez, à compter du 1er janvier 2022, la trésorerie cesse et on va dépendre de l'Aréole. Et pour faire les règlements, il nous fallait jusqu'à maintenant, ça va être soit maintenant par Internet, soit aller chez un buraliste, soit le prélèvement automatique ou poster un chèque dans la trésorerie. Donc le pôle a déjà travaillé pour, envers les prestataires, les bénéficiaires du portage du repas, parce que comme vous le savez, ce sont des personnes âgées qui forcément soit ne peuvent pas se déplacer, donc on a proposé ces 4 modes de règlement pour faciliter. Donc bien sûr, on aimerait le prélèvement automatique, si ça simplifierait toutes les opérations. Et c'est vers ça qu'on communique, parce qu'il y a le courrier, les agents nous parlent, voilà, afin de faciliter les règlements. Donc c'est simplement cette modification au niveau du règlement intérieur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur ce sujet? Non, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant concerne les services de prévention et gestion des déchets. Rapport annuel du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Et je donne la parole à notre collègue Mylène Doro. Bonsoir à toutes et tous. Comme vous avez dû le consulter, nous avons adressé donc ce rapport annuel qui concerne donc l'année 2020, qui a donc 2 objectifs, de rassembler les données existantes sur le sujet sur l'année écoulée, et aussi de pouvoir, on va dire, faire prendre aux citoyens tous les enjeux qu'il y a sur la prévention. Donc ce rapport-là doit être après présenté à chaque commune de façon à ce qu'il puisse le présenter à la conseil municipal et doit être tenu à la disposition du public, aussi bien au siège de la communauté de communes que de chaque commune membre de notre territoire. Alors pour rappel, ce rapport annuel-là concerne uniquement les 13 communes donc, de la rive gauche, puisque la même chose dépendant donc, des rapports d'activité sur les autres communes sera tenue par le CEMOCTOM pour les communes gérées par le CEMOCTOM, et donc pour une commune sur le SICTOM pour la commune de Sainte-Croix-du-Mont. Voilà. Donc ce rapport annuel, c'est simplement pour vous demander d'adopter ce rapport annuel de service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'année 2020. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Oui. Allez, Michel. Oui, ma question concernait donc effectivement ce rapport qu'on nous demande d'adopter, qui concerne les 2 rives, tel que c'est décrit dans la délibération. Or, le rapport ne concerne que la rive gauche. Donc, qu'advient-il du rapport concernant la rive droite? Il sera rendu par le CEMOCTOM et le SICTOM, mais dont on doit avoir connaissance, à mon avis. Oui, tout à fait. Vous pouvez l'avoir sur le site du CEMOCTOM ou en demandant au CEMOCTOM, aussi bien que sur le site. Mais en fait, c'est la CDC qui doit nous en faire part, à mon avis, en même temps que la rive gauche, si vous voulez. Il y a la rive gauche et la droite, on devrait avoir connaissance aujourd'hui des 2 rapports, de façon à ce qu'on puisse adopter l'ensemble. Alors nous, on n'a pas à vous présenter forcément, puisqu'on ne gère pas À ce moment-là, dans la délibération, il faudrait mettre qu'on adopte uniquement le rapport de la rive gauche. Enfin, là, il y a un petit mélange des genres. On adopte. C'est précisé dans le rapport qui vous a été remis, il est bien précisé que ça ne portait que sur les 13. Oui, je suis d'accord, mais dans la délibération, on nous fait adopter l'ensemble. On nous fait adopter l'ensemble. Donc, pour la vérité des choses, il faut... Ça ne concerne que les communes de la rive gauche. On peut modifier la délibération ce sens. Non, c'est bien mis. C'est le premier considérant. C'est sur le premier considérant. C'est précisé.
Oui, mais ça ne dit pas explicitement qu'on adopte un... Enfin, je veux dire, je répète ma question, de ne pas adopter un rapport global. Donc, je ne vois pas pourquoi... Non, parce que justement, le CEMOCTOM ayant, on lui a donné cette délégation, c'est à lui assurer ce... Mais au nom de quoi n'aurait-on pas connaissance de ce rapport? Et on renvoie sur le rapport qui est lisible, que l'on peut lire sur le site du CEMOCTOM. Bon, la formulation me paraît curieuse, mais enfin, si vous considérez qu'elle est juste, bien, on est là comme ça. Marqué dans les considérants, ça m'a pas interpellé, puisque c'est bien marqué dans les deux premiers considérants. Donc là, ça laisse entendre effectivement qu'on a quand même le rapport global, ce qui n'est pas le cas. Enfin, vous pouvez le dire dans tous les sens. Le rapport, on a pris connaissance, on a que le rapport qui concerne nos 13 communes et la c'est dans la dernière formulation. C'est dans la dernière formulation sur le rapport. Au conseil communautaire, on a adopté le rapport unitaire. Voilà, il y a une précision importante. On va rajouter, on va rajouter cette formulation, comme ça lèvera. Et alors, ma deuxième question était plus technique maintenant concernant l'objet de ce rapport. Qu'est-ce qu'on en fait de ces rapports? On les communique, mais qu'est-ce qu'on en fait en interne? C'est-à-dire quelles sont les conclusions qu'on en tire, notamment par exemple sur le tri? Est-ce que le tri, j'ai cru comprendre que la qualité du tri n'évoluait pas tellement? Est-ce que c'est une erreur de ma part? Est-ce que c'est le cas? Et quelles sont les mesures qu'on compte mettre en place pour essayer de l'améliorer? Ça permet de faire le point tous les ans d'une année sur l'autre, effectivement, sur l'évolution de notre tri et notre ambassadrice de tri en fonction de là, on a effectivement 28% de refus de tri. Ça a été une année compliquée avec le confinement, nous n'avons pas pu faire comme on le fait d'habitude parce que la crise sanitaire on n'avait pas possibilité de le faire. Donc effectivement, il y a eu beaucoup moins de contrôle sur les parcs des particuliers, parce que nous allons reprendre dès que possible, mais comme on sait, dès qu'il y a que le contrôle baisse un petit peu, effectivement, les incivilités redémarrent un peu plus et c'est de ce fait que l'on a effectivement un peu plus de refus de tri parce que beaucoup moins de contrôle. Et là, avec la crise sanitaire qui redémarre, on n'a encore pas la possibilité d'envoyer les personnes sur le terrain et de faire des contrôles beaucoup plus importants que... Quand nous avions fait les contrôles il y a 3-4 ans de ça, on avait bien vu que ça baissait fortement. Et puis là, avec le relâchement et la crise sanitaire, malheureusement, ça redémarre. Mais ces chiffres-là nous permettent effectivement de contrôler et de vérifier où nous en sommes au niveau du tonnage d'abord. De faire des rappels quand on voit qu'on est en baisse de tonnage de verre, de pouvoir aussi rectifier les positionnements des bacs, s'ils sont pas bien positionnés, suivant les communes comme faire du tonnage. Ça nous permet tout ça d'avoir une vision et de pouvoir modifier effectivement au fur et à mesure du temps le positionnement et la façon de collecter tout ce qui est tri sélectif sur le territoire. Ok, je vous remercie. Merci. D'autres questions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concerne l'urbanisme. C'est la participation à l'appel à manifestation d'intérêt de la région sur le déploiement de la plateforme de rénovation énergétique coportée avec la CDC Sud-Gironde. Et je donne la parole à notre collègue Alain Pérez. Merci Monsieur le Président, bonsoir à tous. Donc je ne vais pas reprendre le titre qui est assez long. Donc effectivement, vous savez que la région de l'Aquitaine s'était fixée pour objectif de renforcer le service public d'accompagnement des publics pour la rénovation énergétique. Dans cette politique-là, il y avait déjà sur cet exercice-là une plateforme en devenir qui était donc portée par le CREAC, qui était appelée plateforme en devenir. Aujourd'hui, cette plateforme, on va dire, est stabilisée. Donc, en fait, la région nous a demandé nous a plus ou moins délégué cette compétence, et donc elle souhaite que ce soit les communautés de communes qui portent cette plateforme.
Et donc, il y a eu des discussions, et donc il vous est proposé donc, de s'associer avec le Sud Gironde, de manière à pouvoir donc, signer des conventions avec la région. Et c'est le Sud Gironde qui va être la structure porteuse. Donc cette plateforme va continuer à être animée donc, par le CREAC. La région donc, cofinance ces actes à hauteur de 80%. Les CDC donc, auront chacune un reste à charge de 20% qui sera calculé en fonction des actes effectivement réalisés. Pour notre CDC, à condition que vous avez eu en pièce jointe, donc il est prévu globalement, je ne vous les détaille pas tous, 327 actes pour 2022, ce qui représentera un reste à charge d'environ 3 807 €. Voilà, l'objectif c'est d'accompagner le public dans les diagnostics quand ils font appel à la plateforme pour pouvoir donc, faire de la rénovation. Donc chaque acte est conventionné et tarifé de manière à ce que l'intervenant qui est le CREAC puisse accompagner le demandeur, administrer le demandeur. Voilà, donc il vous est proposé donc de trouver cette convention que vous avez eue à pièce jointe, je le répète, avec la communauté, donc, qui est co-signée à la communauté de communes du Sud Gironde, et d'autoriser le président à signer que les documents. Et de prévoir bien sûr le montant des crédits de reste à charge de 20% que je vous ai cité. Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Non, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie. La délibération suivante concerne la culture sur la subvention à la commune de Portes dans le cadre du partenariat passé avec l'espace culturel La Forge pour la saison 2020-2021. Et je donne la parole à notre collègue Jérôme Gauthier. Bonsoir à tous. Donc cette délibération est une délibération faite de type financier. Il s'agit d'une délibération, donc une régularisation financière. Donc, juste pour rappel, nous avons un partenariat avec la commune de Portes pour l'utilisation de la forge dans deux cadres, à la fois pour la diffusion du jeune public et à la fois dans l'éducation artistique et culturelle. Donc comme vous l'avez entendu, il s'agit de régulariser en fait quelque chose de 2021, il ne s'agit pas d'une nouvelle subvention. En fait, dans la convention, il était écrit un système un peu complexe où on devait subventionner, on devait nous retracer les recettes et garder la différence. Donc là, pour des raisons de simplification, vous l'avez vu dans la délibération, il s'agit donc de verser, d'avoir une subvention, une délibération spécifique qui précise que le reste à charge donc, de 12 059,05 € donc, sera versé par la communauté des communes à la commune de Portes pour cette utilisation locale. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Donc, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, je vous remercie. Et c'est toujours Jérôme Gauthier qui va nous présenter une délibération concernant le sport, convention sport santé, entre la communauté de communes et le pôle territorial Sud-Gironde. Vas-y. Autoriser le président à signer cette convention. Alors, au passage, j'aurais pu être bien présenté aussi par Sylvie, puisque c'est à cheval sur la compétence sport et la compétence accompagnement citoyen maintenant, ici. Donc il s'agit vous savez, de plus en plus dans le territoire, on essaie de développer des politiques de prévention de santé, en essayant de lutter contre l'inactivité physique, pour évidemment que les gens restent en meilleure santé possible, pour lutter notamment contre les maladies chroniques. Donc là, très concrètement, cette convention, il vous demandait d'autoriser la communauté de communes à mettre à disposition un local donc, dans le local de pôle accompagnement citoyen. Donc la personne venant avec tout son matériel, c'est gratuit, donc c'est très précis, c'est qu'il y a une chaise, donc c'est une salle à certains moments, et d'ailleurs ça commence demain, demain il y aura un premier accueil qui sera réalisé dans le pôle d'accompagnement citoyen médial. Pour donc il y a une espèce d'état des lieux, si je puis dire, la personne, on regarde les besoins de la personne, et ensuite l'animateur donc, est censé flécher la nécessité vers l'activité sportive au niveau de la communauté commune ou la communauté voisine de ces Gironde. Donc voilà, la convention, c'est une table et 3 chefs. C'est quand même quelque chose d'assez exigeant, mais bon, je pense qu'on est capable de
répondre favorablement à cette exigence. Ce sera donc le deuxième vendredi de chaque mois de 9h à 12h pour toutes les personnes intéressées. Ne crois pas, ça commence dès demain. Merci beaucoup. Des questions? Donc on délibère. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Le point suivant concerne les espaces naturels, environnement, demande de subvention, événement nature-culture, découvre ton île, découvre ton lac. Et c'est François Dora qui nous le présente. Bonjour à tous. Comme tous les ans, nous devons faire des demandes de subvention au pays du département et d'urgence de l'eau à Haute-Garonne. Donc, comme vous avez pu le voir dans la délibération, l'année 2022 est une première, puisque nous faisons Découvre ton île, découvre ton lac pour la première année. Les dossiers de subvention, comme d'habitude, doivent s'accompagner de la présente délibération qui autorise la mise en place du programme DTI et DTR pour abréger pour la saison 2022. Comme vous pouvez le voir, le département demande à ce que la demande de subvention soit présentée en TTC au RAID des dépenses prévues et au Haute-Garonne demande que la demande de subvention soit présentée en hors taxe, sauf pour le coût chargé du personnel et les frais indirects. Les frais indirects sont calculés automatiquement par l'eau Haute-Garonne. De ce fait, le montant du projet diffère et le taux d'aide n'est pas calculé sur la même base. Cependant, il ne s'agit que de jeu d'écriture, le projet étant basé uniquement sur les dépenses de fonctionnement. La TVA ne s'applique pas. Hors taxe égale TTC. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, le montant total est de 25 200 €. Les prévisions de subvention sont pour le département 40%. Sur 24 995, soit un total de 9 998 €. Pour l'agence Haute-Garonne, c'est 40% du coût global et avec les frais de 20% indirects, soit un montant éligible 21 943 €, ce qui fait un taux de 36%, soit 10 080 €. Et il reste à charge sur la communauté des communes, annonce un pourcentage de 20,3%, soit un montant de 524 € pour les animations qui seront au nombre de 23. Il y aura 23 sorties proposées. Voilà, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a eu une commission environnement il y a quelques semaines de ça. Si vous voulez avoir le rapport, le compte rendu, on pourra vous le remettre et tout expliquer au niveau des animations qui sont prévues pour 2022 et les modifications qui ont été faites au niveau du fonctionnement des ENS, avec le départ de Léa Garcia. Il y a un remaniement qui a été fait au sein du service. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une question? Donc on va délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Le point suivant concerne l'enfant de jeunesse. Validation du règlement intérieur du point loisirs accueil jaune, le plage. Et c'est présenté par notre collègue Jean-Patrick Soulet. Merci, M. Président. Bonsoir à toutes et tous. Donc, cette délibération, effectivement, c'est pour valider le règlement intérieur du point de loisirs plus jeune. Donc, ce règlement intérieur est annexé, qui est signé par les parents et l'enfant. Donc, il a été voté en commission, présenté en commission le 21 octobre 2021. Donc, vous savez le détail de ce règlement intérieur que vous avez joint. Donc, il fixe en fait différents points, la cotisation, les horaires d'ouverture, l'accès d'activité, important le fonctionnement avec de vie, la tarification et la facturation, ainsi que les modes de fonctionnement. Donc, il faut que vous le votiez pour qu'il puisse être envoyé aux enfants pour être signé par eux-mêmes et par les familles. Ok. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie.
Toujours Jean-Patrick Soulet, concernant l'enfant jeunesse, subvention de fonctionnement au foyer rural de Paillé. Voilà, donc comme tous les ans, plusieurs années, le foyer rural de Paillé exerce des accueils de loisirs. Donc nous reversons dans le cadre d'une convention de contrat d'objectif une subvention qui donc pour l'année 2022 sera de 62 000 €, qui sera versée en 3 fois. Et donc cette convention d'objectif, bien sûr, elle fixe donc les engagements de la collectivité et les engagements de l'association qui doit nous rendre des comptes, effectivement, pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Des questions? Vous avez aussi oui. Allez. Juste une petite question concernant le fonctionnement, puisque bon, je suis un peu étranger à cette question, je l'avoue. Donc c'est une subvention annuelle qui est versée depuis plusieurs années, c'est ça? Oui, parce que c'est une association qui était déjà créée devant le Martoni, qui faisait accueil de loisirs sur le territoire. La convergence. Et j'ai vu dans la convention, il y avait une réduction des comptes au mois de février, suivant la fin de l'exercice comptable, ou pas. Donc ma question, évidemment, c'est pas de demander les comptes de l'exercice 2022, mais de savoir où on peut trouver les comptes rendus des exercices précédents. Alors là, je vais devoir peut-être avec les demandes de service. Je ne sais pas trouver sur la plateforme de commission. On peut avoir le dernier en date, celui à la prochaine commission. De toute façon, on se rend compte des sommes que l'on verse et pour quel objectif. Merci. D'accord. Pas d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc adopté. On arrive à la partie finance. Donc la 10e délibération concerne le budget principal, demande de remise gracieuse, déficit de caisse de régie, de recettes, culture, festival, ruez-vous. Et je donne la parole à Dominique Bernard. Bien, alors je vais vous afficher, il y a 7 ou 8 délibérations qui concernent effectivement les finances, et plus précisément c'est des travaux préparatoires du budget 2022 où il y a un certain nombre d'ajustements à faire, comme on le fait aussi dans les communes. Donc je travaille un petit peu sans filet puisque la directrice financière est isolée pour cause de Covid, donc je vais essayer d'être le plus précis possible et vous apporter toutes les informations que l'on vous doit. Alors en ce qui concerne la première demande, nous avons, mais c'est la rigueur administrative française, un écart de 2 € qui a été constaté sur une régie dans le festival Redou. Donc à partir du moment où on a un écart, on a émis un titre de 2 € régisseur qui nous fait une demande gracieuse de façon à ce qu'on ne tienne pas compte, qu'on annule cette écriture et qu'on l'impute dans notre budget, qu'on fasse ça à notre compte. Donc je n'ai pas d'autres explications, c'est là. Mais je peux répondre aux questions s'il y en a. Donc nous régularisons 2 €. Nous prenons notre compte 2 €. Est-ce qu'il y a des questions? Alors pour la forme... Voilà, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. Bon, on attaque clôture du budget annexe zone d'activité économique 660 au 31 décembre 2021. Alors là, il s'agit de clôturer le budget de la zone, des zones économiques de Prégnac-Ilade-Secerance, puisque l'intérêt d'avoir des budgets annexes sur des zones, il faut qu'il y ait des mouvements. C'est-à-dire c'est tout valable au moment où on la crée et au moment où on fait la commercialisation, parce qu'il y a des dépenses, il y a des recettes. Sur les 2 zones qu'on envisage, là, qui sont prises en compte dans cette délibération, effectivement, il n'y a plus de mouvement, puisqu'elles sont totalement commercialisées. Et si on avait quelques opérations à faire d'entretien, on est tout à fait capable de retrouver les sommes dans un budget principal. Donc l'intérêt, c'est de supprimer un budget annexe et tous les travaux qui vont se faire avec ces écritures. Donc évidemment, on propose de supprimer ce budget et d'intégrer le résultat qui en sortira dans un budget principal de 2022. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, c'est
budget de la zone. Alors, il y en a deux qui se suivent et qui concernent. Votre décision modificative, il faut qu'on fait de manière très claire. Dans le budget provisionnel, on avait mis 4 terrains en avant, une recette qui correspond à 4 terrains. On a en fait réalisé au 31 décembre ou au 15 décembre, puisque c'est à ce moment-là qu'on arrête les comptes, il n'y avait que 2 terrains de vendus. Donc il faut qu'on rééquilibre ça, faire apparaître un besoin de financement pour qu'on va dans le budget principal. Donc c'est l'objet de cette écriture. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Alors, concernant le budget du SPAN, nous avons une correction d'affectation du résultat 2020. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Voilà. Il y a un syndicat intercommunal d'assainissement dans la région de Saint-Macaire qui a été dissous. Donc il faut qu'on réintègre ce résultat. Il a été dissous en 2019. Donc il y a 2 délibérations qui se suivent concernant le SPAN. Une où on acte effectivement que compte tenu de la clôturée des résultats de l'exercice 2020, ils étaient arrêtés à une somme de 47 135 et qu'il faut reprendre en plus donc les écritures qui résultent de la liquidation du SPAN de Saint-Macaire, c'est-à-dire 21 758,28 en recettes de fonctionnement et 1279,72 en recettes réelles d'investissement. Voilà la première des lignes de principe. Le président du SPAN qui est d'accord avec cette écriture. Est-ce qu'il y a des observations? Oui. Moi, souhaiter que ce soit la communauté de communes qui récupère ce syndicat était un syndicat intercommunal, c'est les communes qui devaient récupérer ces sommes, c'est pas la communauté de communes. Alors, sous réserve de vérification, on récupère la contrepartie, notre part. Et de toute façon, à l'époque, c'était une compétence de la communauté de communes, c'était les communes qui avaient, c'était un syndicat intercommunal. Et la compétence était aux communautés de communes. Et depuis, mais à l'époque, elle n'y était pas. Et donc, c'est les communes qui avaient participé à la création de ce syndicat. Je ne comprends pas comment la répartition des... C'est pas une répartition, il y a un syndicat qui a été dissous. Oui, mais ça, c'est le syndicat de communes, donc à mon avis, ça devait revenir aux communes, normalement. Je sais pas, la communauté de communes, je ne vois pas trop. C'est pas les informations qu'on a, donc c'est un problème de droit. C'est un problème de droit, comptablement. Je vais me renseigner, parce que je compte bien toucher. Je le tiens également. Je comprends bien que les communes impliquées souhaitaient récupérer un peu d'argent, mais... oui. On pourrait aussi transférer le passif, parce qu'il doit y avoir du passif sur les remboursements. Il n'y avait que de l'actif. Un syndicat bien géré qui devait participer. Ah, mais t'étais le candidat. D'accord. Bon, écoute, on va vérifier ce point de droit. Pour le moment, l'orthodoxie comptable nous demande de faire comme ça. Donc oui, la compétence est transférée. Donc, sur cette décision, sur ce délit de principe, est-ce qu'il y a une abstention? Contre? Abstention? Contre? Abstention? Ah, c'est pas pareil. Abstention. Il assume un peu. Il assume. Ok, merci. Donc, on continue, mais c'est la suite logique de ce que l'on vient d'évoquer. Donc on fait les décisions modificatives et les mouvements qui vont bien au sein de la section fonctionnement et de la section d'investissement. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire puisque l'une découle de l'autre. Donc, qui s'abstient? André, s'il te plaît. Qui est contre? Merci. Alors, là aussi, nous avons une correction et affectation des résultats au budget GEMAPI. Alors là, c'est un autre sujet, puisqu'en fait, ça résulte de la dissolution de l'ASA de Marsac-le-Céron. C'est un sujet qui a été... Et dans un premier temps, la DGFIP, les services de la DGFIP nous ont demandé d'intégrer
ces sommes et ces mouvements au sein du budget principal, ce que l'on a fait dans la présentation du budget. Et en cours d'année, pour des raisons que j'ignore, mais doivent être largement fondées, on a dit non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut vous intégrer dans le budget GEMAPI. Donc, nous, on obéit, on est discipliné, comme le dit mon collègue. Donc, nous faisons les écritures pour repasser ça, le sortir du budget principal et le passer dans le budget GEMAPI. Donc, là aussi, deux délibérations, une sur le principe et une autre qui va être les écritures comptables. C'est des observations là-dessus. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, c'était la délibération 15. Et nous attaquons la 16, mais c'est la conséquence de la 15, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus dessus. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Et nous attaquons la 17, merci de votre attention. Alors, il y a un certain nombre de décisions modificatives, il y en a quand même, il y a quelques sommes qui peuvent interpeller. Donc il y a des dépenses qu'on n'avait pas prévues budgétairement, mais c'est le cas de tous les ans qu'on a un budget. Donc ça concerne les reversements de subventions à l'APS de Bégueil, APS de Cadillac, APS de Loucac et APS de Sainte-Croix. Après, nous avons une annulation d'attachement de 170 607 €. Alors ça, il faut qu'on en parle un petit peu. Ça correspond à la somme qu'on avait mis comme demande à recevoir des assurances suite à l'incendie rue de l'Homme. Or, il se trouve qu'en faisant les tiroirs en cours d'année, on a trouvé un courrier qui nous demandait de remettre au 31/12/2019, je vous demande de bien enregistrer la date, 31/12/2019, l'ensemble des dossiers et des factures qui justifieraient cette somme. Ce dossier n'a pas été fait, n'a pas été constitué. En date, donc, on avait écrit en disant on ne reçoit pas notre argent, qu'est-ce qui se passe? On nous a répondu très précisément qu'on n'avait pas fait notre travail concrètement. En date du 20/10/2021, nous avons constitué toutes ces factures qui justifient les 170 607 €. La SMAC a perdu le dossier. Non, c'est pas grave. Elle a perdu. On lui a renvoyé. Ça fait 15 jours qu'ils ont, on a reimprimé tous les documents, ça fait 15 jours qu'ils ont le dossier qui justifie, mais on est complètement hors d'air. On ne sait pas si vous me payez, pas payez. Donc, on avait provisionné, on avait mis 170 607 de recettes, donc aujourd'hui, je ne peux pas dire à 100% qu'elles vont revenir dans les caisses de la CDC. Donc on est obligé, c'est la loi, de les sortir. Alors si on va continuer à se battre pour les récupérer, bien entendu, et si elles reviennent, il n'y a pas de problème à intégrer, on l'intégrera dans le budget 2022 au moment où ça viendra, et je souhaite que ça revienne, bien entendu. Et pour le moment, pour établir un budget sincère, il faut sortir ces 170 000 €. Donc c'est l'essentiel qui correspond. Et sur la partie recette, vous voyez, c'est beaucoup de subventions qui sont rentrées. Est-ce que sur cette décision modificative, comme on en fait, c'est la 3e de l'année en ce qui concerne le budget principal, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci de votre attention. Je repasse la parole au président. Simplement, je peux vous assurer que concernant l'assurance, on va suivre ça de près et on ne va pas lâcher l'affaire comme ça. Surtout que ça correspond quand même à une somme non négligeable. Même s'il y a eu de la part de nos services antérieurs, bon. Voilà. Ok, bon, donc la délibération suivante concerne les ressources humaines. Adhésion à la mission complémentaire à l'assistance de fiabilisation des droits en matière de retraite au centre de gestion de la Gironde. En fait, pour être clair, après cet intitulé, il s'avère que les dossiers de retraite se sont un peu complexifiés et ça suppose bien évidemment une gestion beaucoup plus approfondie.
que on aura des difficultés, nous, à assumer tout seul. Alors, avant, le centre de gestion nous aidait, mais compte tenu que ça prend du volume, enfin, en tout cas, du temps de gestion supplémentaire, bien évidemment, ce qui était gratuit avant ne l'est plus aujourd'hui. Voilà. Donc, et on est contraint de faire appel à leur accompagnement concernant ces dossiers de nos futurs retraités. On ne peut pas se permettre d'être approximatif par rapport à ça. Voilà, alors donc c'est une mission de la CDG qu'il faut signer sous forme de convention avec un coût annuel de 1 980 €. Voilà. Mais, et je pense que vous avez dû recevoir la même chose en mairie, puisque ça sera la même chose en mairie. Le service sera plus gratuit. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie. Adopté. La délibération 19, la suivante, concerne la création des comités sociaux territoriaux. Alors en fait, c'est la fusion du CT d'avant, du comité technique, et du CHSCT, comité d'hygiène et sécurité, qui fusionne, vous savez, on en avait entendu parler, ça va devenir effectif. Mais on doit un peu anticiper ce nouveau comité social territorial, et donc on doit proposer, nous, la collectivité, de déterminer le nombre de représentants, comme on le faisait d'ailleurs avant. Alors, soit il y a 6 représentants, 6 élus, 6 membres des représentants du personnel, soit 3. On avait retenu, on vous propose 3. Pourquoi? Parce que 6, c'est très compliqué. Et si vous n'avez pas, s'il y a des gens qui ne peuvent pas venir, et notamment, souvent c'est au niveau des élus, parce qu'il y a des élus qui travaillent, et ça se fait dans l'après-midi, c'est un peu compliqué. Donc, on va vous proposer le même principe, et ça a bien fonctionné, de la représentation de 3 élus et de 3 représentants du personnel. Voilà. Mais on est obligé de délibérer par rapport à ça, puisqu'il faut anticiper. Les prochaines élections professionnelles auront lieu en décembre. Donc il faut qu'on anticipe. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre cette proposition de 3 et 3? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie. Présentation. Le point suivant concerne la présentation du rapport social unifié. En fait, c'est un peu, comme on disait avant, c'était voilà, le bilan social, et maintenant ça s'appelle le rapport social unifié. Voilà. On aime bien changer le nom, ça nous évite. Donc, vous avez vu ce rapport, vous l'avez eu entre les mains, puisque ça vous a été envoyé. S'il n'y a pas d'observation particulière, ce qu'il y a, c'est que ça nous permet, c'est intéressant de lire ce document, parce que ça nous donne des pistes d'amélioration. Hein. Et en tout cas, ça nous permet d'avoir un climat social apaisé, puisqu'on a des rapports tout à fait intelligents avec au niveau du comité et du CHSCT. Est-ce qu'il... Oui, Michel Garin. Oui, moi j'aurais 2 petites questions à poser. Alors je sais que vous allez sans doute m'opposer le Covid à nouveau sur l'exercice 2020, c'est possible, mais pas totalement suffisant comme réponse. Une première question, c'était concernant le nombre de jours d'absence par salarié au niveau à la fois des fonctionnaires et des contractuels, qui est passé de 26 à 40 jours.
Alors ça peut s'expliquer de plusieurs façons. Il peut y avoir dedans certainement, malheureusement, des arrêts longue maladie qui pénalisent cette moyenne, on est d'accord? Oui, il y en a. Et donc je voudrais savoir justement si vous avez pu analyser dans ces chiffres quelle était la réalité au-delà de cette moyenne, surtout la réalité d'évolution éventuelle de ces absences. Bon, ça c'est une première question. Je vous rappelle, Michel, pour que vos collègues le sachent, qu'on en a discuté en commission des ressources humaines, où vous étiez présent. C'était que absolument pas. Non, c'était pas la dernière? Non, C'était la excusez-moi, je pensais que vous y étiez. Excusez, autrement, j'aurais pas posé la question. D'accord. Et la deuxième question, c'était sur la faiblesse, là, vous allez me répondre peu vite peut-être, la faiblesse de la formation professionnelle qui a été de, je crois, 25 000 € sur l'ensemble de l'année pour l'ensemble du personnel. Ça fait un peu moins de 7%, je crois, ou un peu plus de 7% de l'ensemble du personnel qui a bénéficié d'une formation. Donc ça a effectivement baissé par rapport à 2019. Et donc là, ma question, c'était de savoir ce qu'on comptait mettre en place pour assurer une formation un peu plus au niveau de ce que le personnel est en droit d'attendre. C'est vrai que vous l'aviez supposé, la crise sanitaire n'a rien facilité. Hein. Je ne veux pas toujours me mettre derrière, mais je vous assure, et on n'est pas sorti de l'affaire. Là, on est vraiment très bas à 7% du personnel, je suis sûr qu'on pourra faire mieux. On va pouvoir faire mieux sans information. Oui, les formations, on me dit, beaucoup de formations ont été annulées. Toutes les formations, j'ai ma fille en plus. Donc, ah oui, les formations intra, on en a fait combien? 3. C'est ce que nous, on a organisé. Si, il n'y avait pas beaucoup d'emplois en 2019. Le chiffre, c'est pas non, mais c'est vrai qu'on va redéfinaliser tout cela. Voilà, et la première question, donc vous n'avez peut-être pas les éléments sur la main pour y répondre. La première question, je ne doutais pas que tu la poses. Effectivement, 40, c'est beaucoup. Moi-même, j'ai réagi. Alors, et tu le sais aussi bien que moi, c'est des moyennes arithmétiques. Donc les moyennes arithmétiques, ça cache des choses extrêmement différentes. Donc 40, c'est peut-être 1 à 300 jours et 2. Donc il faut fouiller le chiffre pour avoir une vision certaine. Le deuxième élément qu'il faudrait faire, c'est faire du benchmarking, comparer à ce que tu regardes, comment ça évolue par ailleurs. Est-ce qu'on évolue plus vite ou moins vite que la tendance générale? C'est aussi ça le travail qu'il faut faire. C'est toujours intéressant parce qu'il y a des phénomènes sociétaux sur cette problématique, les jours d'absence, ils sont montés dans toutes les entreprises, dans toute la France. Alors est-ce qu'on a monté plus de ce qu'on a monté moins? C'est le travail qui sera fait, parce qu'il est intéressant, parce que le chiffre 40, ouais, c'est beaucoup. Ça veut dire quoi? Donc il y a un travail de complément à faire sur ces chiffres-là. Les chiffres bruts. Donc c'est bien, je pose la même question que toi en gros. Oui, non, mais moi je suis d'accord. Je porte simplement la connaissance de l'Assemblée, parce que 40, quand on dit 40, on dit les 180 salariés de la CDC sont 140 jours. C'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais comme c'est des chiffres qui vont dans le domaine public, qui sont visibles pour tout le monde, il faut quand même un petit peu nuancer et apporter des explications. Donc 40, c'est beaucoup. Il faut approfondir. La donnée brute n'est pas suffisante pour avoir une bonne idée et monter un plan d'action. Donc je pense qu'on aura ces éléments dans les prochaines semaines. Non, mais il faut travailler parce que moi je suis tout à fait d'accord, j'ai réagi comme ça quand j'ai vu. Ok, merci. D'autres questions? Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, je vous remercie beaucoup. La délibération suivante concernant toujours les ressources humaines, c'est l'adoption du régime des séjours et des sorties nuitées et repas des accompagnants. Vous savez, vous avez le plage et les centres loisirs qui font une sortie. Et il fallait que l'on réadopte un régime sur le séjour. Ils sont dans la journée, il y a des moments où ils sont moins... comment on appelle ça? Des périodes, voilà. Il y a le travail productif, c'est-à-dire dans la journée, quand vous faites un tas d'activités et tout ça, et puis après, il y a ce qu'on appelle les périodes de surveillance. Ils sont toujours là. Donc tout ça, ça doit faire l'objet de régime
de régime de séjour avec des indemnités. Donc tout ça, ça fait l'objet de cette délibération. On reste dans le cadre réglementaire qui est de 48 heures semaine maximum. Ça c'est important, on ne doit pas dépasser ce nombre d'heures. Donc et sur une période souvent les séjours c'est sur 5 jours. Voilà. Hein. Et si des fois il y a des week-ends, eh bien, on majore de 50%. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant En principe, on s'adopte, on adopte par rapport aux frais de mission. Enfin, on n'est pas. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Je vous remercie. Autorisation de principe de parcourir au contrat d'accroissement activité pour le secteur. Au contrat d'accroissement d'activité pour le secteur enfance et jeunesse. Alors en fait, on en a déjà discuté lors de précédents conseils communautaires. Vous savez qu'on a des difficultés de recrutement d'animateurs, et notamment au niveau des centres de loisirs. Donc il convient effectivement de recourir à ces contrats d'accroissement d'activité pour permettre d'avoir un nombre d'encadrements suffisant pour pouvoir assurer les activités. Vous savez que certains d'entre vous, à un moment, se sont inquiétés parce qu'il y avait des listes d'attente sur les centres de loisirs parce qu'on n'avait pas suffisamment d'animateurs. Donc il faut faire en sorte qu'on puisse trouver suffisamment d'animateurs, parce que si on a moins d'animateurs, on ne peut pas accueillir autant d'enfants. Donc on essaye, par exemple là, à titre indicatif, sur les vacances de Noël, on a été obligé d'ajouter une semaine de plus, parce qu'on a des demandes au niveau des centres loisirs, c'est important quand même. Et là, à Noël, on a fait des ajouts 2 semaines, parce que c'était demandé par les parents pour les enfants. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Je vous remercie beaucoup. Modification relative des modalités relatives au RIP 7. Oui, après un an donc, de mise en place du RIP 7, il a fallu qu'on fasse, et ça on l'avait un petit peu prévu, des modifications aux dispositions. Alors on a ajouté la fonction de directeur adjoint dans le tableau de fonction des catégories A, groupe A2, ajout de la fonction chef de service dans les tableaux de fonction de catégorie C, groupe C1, modification de l'annexe 2, tableau des montants de référence mensuelle et annuelle, l'IFCE, pour prendre en compte les ajouts et les derniers recrutements. Et enfin, modification de l'annexe 3, tableau des montants, références mensuelles et annuelles du CIA, les CIA étant définis par un pourcentage de l'IFCE. Voilà. FSE. Ouais. IFSE. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie beaucoup. Modification de l'organigramme des services. Pour rappel, il est nécessaire de modifier l'organigramme afin de tenir compte des derniers ajustements. Donc, il est proposé de transformer le poste de responsable des collections jeunesse en chef adjointe du réseau de lecture publique afin d'assurer l'intérim de direction. Vous savez qu'on a notre directrice qui va arriver d'ailleurs à terre, qui a donné une autre orientation à sa carrière professionnelle, et donc pour le moment il faut la remplacer jusqu'à ce qu'elle quitte nos effectifs. Et pour ce faire, il faut que l'on nomme une directrice jeunesse en chef adjointe du réseau de lecture publique pour voilà.
Et ensuite, il faut qu'on corrige les libellés. Vous savez, la sémantique, c'est important. Hein. Chef de service d'accompagnement citoyen, donc ça c'est dans le pôle dont on est responsable Sylvain Portard, et le chef de service de développement sportif. Voilà. Donc c'est les libellés qu'on a modifiés. Voilà. Ouais, il y a chef et chef. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces points? Non, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie beaucoup. Modification du tableau des emplois et des effectifs. Pour rappel, il appartient au Conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Suite au dernier mouvement du personnel en interne et en externe, il est proposé un poste permanent d'adjoint d'animation territoriale à 35 heures suite à une démission fin octobre 2021, d'un poste permanent étape principale de première classe suite au décès, vous savez, de Stéphane Tignon, et d'un poste non permanent de chargé du projet PLUI à temps complet suite à la démission de Jamila, qui est parti. Et donc, voilà. Donc ça, c'est suppression. Et il est proposé la création d'un poste de chef. Non, ça a déjà été fait, ça. C'est suite à la création. On supprime celui-là. Voilà, d'accord. Et la création d'un chef de... Non. Suite à la Oui, création. voilà, ok. Ouais, ok. Voilà, c'est clair. Est-ce qu'il y a une question concernant? Oui, mais je l'ai dit au début, il est proposé la suppression. Donc les postes de permanent d'adjoint d'animation, du poste permanent étaxe et du poste de permanent chargé du PLUI sont supprimés. Voilà. Ok? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est adopté. Et 26, groupement de revente des matériaux recyclables. Et je donne la parole à Mylène Doro. Donc, il vous est proposé de constituer un groupement de commandes pour la mutualiser sur la revente des matériaux recyclables. Et ça permet la massification des tonnages dans le but de reconduire à de meilleures reprises. Ce groupement de commandes serait constitué de 4 collectivités, donc la communauté de communes de Montesquieu, Buston, la communauté de communes de Jallourgourde et la communauté de communes Convergence-Garonne. C'est le groupement de commandes que nous avions qui était jusqu'alors traité par la communauté de communes de Montesquieu. Ça change et cette fois-ci le coordinateur de ce groupement serait Buston pour les 2 ans à venir. Il faut constituer aussi une commission d'attribution, donc une CAO, et pour cela il faudrait désigner un titulaire et un suppléant. Je vous proposerai d'être titulaire et de proposer M. Dora comme suppléant. Après, j'attends s'il y a des propositions de votre part. Les frais occasionnés par ce groupement de commandes sont de 4 000 €. Ils sont proratisés en fonction de la population INSEE et pour la communauté de communes de la Garonne, donc ça nous reviendrait à 860 €. 831 €. Oui. Ah, 831. Pardon. Et du coup, le conseil communautaire, donc il est proposé au conseil communautaire d'approuver l'adhésion de la communauté de communes à ce groupement de revente des matériaux recyclables, de désigner comme titulaire donc Madame Doro et en suppléant Monsieur Dora, d'approuver la convention constitutive du groupement annexé et d'approuver la participation annuelle de la CDC à ce groupement à hauteur de 871 € qui seront versés à Buston.
Est-ce qu'il y a des questions? Oui, et si quelqu'un d'autre souhaite participer À moins qu'il y ait une autre candidature par rapport à ce qui est proposé. à ce qui est proposé pour l'instant. Donc, donc il n'y a pas de nouvelle candidature, donc je vous propose l'ensemble, donc qui est contre cette proposition, qui s'abstient. Donc c'est adopté. Je vous remercie beaucoup. La délibération 27, autorisation de signature des marchés assurances. Alors oui, il faut m'autoriser donc à signer les marchés assurances. Bon, on a, alors vous, voilà, le lot 2 qui concerne l'assurance des responsabilités des risques annexe a été attribué à la société Smacol. Smac. Voilà. Avec les bon. Alors, pour un montant de 7012,16 €, l'assurance pour les véhicules à moteur et des risques annexes a été attribuée à la société Pilio Greatlex. Great, c'est pas gris. Great, avec l'accent. Pour 8515,75 €. Le lot 4, l'assurance de protection juridique de la collectivité a été attribuée à SMACL, comme ça c'est clair, pour un montant annuel de 3175,20 €. Le lot 5, l'assurance de protection fonctionnelle des agents et des élus a été attribuée toujours à la même société, SMACL, pour un montant de 742,45 €. Et le lot 6, assurance de prestations statutaires, a été attribué à la société Sofaxis CMP pour un montant de 58 737,30 €. Mais vous avez observé que sur le premier, le lot numéro 1, qui concerne l'assurance des dommages aux biens des risques annexes, nous n'avons pas reçu d'ordre. Donc, on essaye effectivement de trouver l'assurance. Normalement, la SMACL nous a dit qu'elle nous donnerait une réponse. Bon, là, il n'avait pas encore, on a essayé de les contacter aujourd'hui, mais par anticipation, je vous propose, parce que là, si on n'a pas d'autre offre, il faudra prendre celle qui se propose à nous. On n'aura pas le choix, donc, de m'autoriser à le signer si on a l'offre. Voilà, sans quoi, si on la passe, c'est ennuyeux. Voilà. Il faudra qu'on s'auto. André. Excusez-moi, j'ai une question. Vous pouvez pas faire un deal avec ceux qui vous doivent 170 €. Peut-être leur proposer de nous assurer. Oui, en fait, c'est pas, on ne sera pas dans le même ratio. Oui, oui. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a des questions concernant donc cette autorisation de signature pour signer les lots, y compris le lot numéro 1, si on parvient à avoir une assurance concernant les dommages aux biens et aux risques annexes? Donc, s'il n'y a pas de remarque, qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté, et on arrive à la dernière délibération, à l'avant-dernière, je vais trop vite là. 28, oui. Voilà. Oui, c'est la 28. Bon, alors c'est l'avenant au marché de tri et valorisation des emballages et journaux magazines. Alors, bon, en fait, on n'a pas eu, pour le moment, donc on n'a pas eu une offre, enfin, il n'y a pas eu de
candidatures sur ce marché. Donc, je vous propose, on a vu avec la paperasse, donc on propose donc un avenant qui nous permettrait d'avoir 2 mois supplémentaires et qui se prolongerait jusqu'au 28 février 2022 pour laisser le temps aux entreprises de formuler une offre pour le tri. Hein? Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Donc je vous propose qui est contre cet avenant, qui s'abstient. Donc je vous remercie beaucoup. Et la 29, voilà, c'est la dernière. Donc l'avenant au marché de mission de contrôle des installations assainissement non collectif. Et je donne la parole à notre collègue Alain Pérez. Merci Monsieur le Président. Donc on arrive donc au bout d'une démarche qui a consisté donc, à la demande du syndicat de la section des urines de détacher la commune de Escoussan, avec l'accord bien sûr de la commune d'Escoussan. Vous savez qu'on a déjà délibéré la première fois donc, le 20 janvier 2021, je vais chercher la date, donc, pour approuver l'adhésion de la commune d'Escoussan au CIA des urines. Ce dernier a lui aussi délibéré le 7 juillet 2021 pour approuver ce transfert et aujourd'hui donc pour que ce transfert pour l'exercice de cette mission qui a été confiée pour les 2 lots de marché à la SOR pour que la SOR puisse exercer cette mission. En fait, on nous présente l'amendement qui entérine donc par convention ce transfert et le détache de la commune d'Escoussan du lot 1 dans lequel il était initialement pour le rattacher au lot 2 puisqu'on avait passé un marché, je vous rappelle qu'on avait passé un marché entre guillemets commun. C'était un marché, le même agriculteur, c'était la sorte qui avait eu le marché. Puisqu'on n'avait eu qu'un seul candidat. Voilà, donc c'est juste pour vous demander d'approuver cet avenant que vous avez eu en copie pour pouvoir que le syndicat des urines puisse exercer ses missions sur la commune d'Escoussan. Je vous autorise bien sûr de signer cet avenant. Des questions concernant ce sujet? Non, je vous propose de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Nous passons au point suivant qui est l'approbation du projet du Conseil communautaire du 24 novembre 2021. Est-ce qu'il y a des remarques ou observations? Oui? Bon, je passe la parole à notre collègue Jérôme Gauthier. L'approbation, je vais expliquer que si je souhaite être représenté au niveau du pôle, et pour continuer à suivre le dossier Pays d'Arrêt Histoire, il est écrit par le je me présenter parce que j'étais déjà représenté sur d'autres instances, ce n'était pas ça. L'idée c'était pour pouvoir suivre le dossier Pays d'Arrêt Histoire. C'est très simplement pour ça préciser. On va faire la question. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou observations concernant ce PV? Ce procès-verbal? Non. Donc, qui est contre l'adoption? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie beaucoup. Nous arrivons aux questions, aux questions qui ont été posées. J'invite notre collègue Michel Garard à venir. Bien, donc je lis ma question. Par mail en date du 10 août, vous avez interrogé sur la création d'une aire des gens du voyage d'une page de jour reçue de réponse de votre part. Si mes informations sont exactes, l'ex-communauté de communes de Podinsac aurait en son temps, 2011-2012, je suis pas sûr, acheté un terrain à Podinsac en vue d'équiper une aire susceptible d'accueillir 6 caravanes. Ce terrain serait situé à la Podinsac sur la zone ZB, numéro 89, 140, 141, 142, 143, 146, 148. Inventaire sans garantie des possibilités ou des exactitudes. Pourriez-vous m'éclairer sur l'état de ce terrain? Appartient-il toujours à la convergence Garonne? Et dans l'affirmatif, qu'est-ce qui se proposerait? Est-ce qu'il soit équipé afin de constituer une première aire d'accueil? Je vais apporter un petit renseignement. Donc, concernant l'achat des parcelles numéro 89, 140, 141, 142, 143, 146 et 148, avait été fait dans le cadre du précédent schéma départemental d'accueil des gens du voyage en 2009.
Dans ce schéma, notre obligation était de positionner sur notre territoire un aire d'accueil des gens du voyage. Entre-temps, les prescriptions départementales ont évolué, obligeant la CDC à se pourvoir de 2 projets de terrains familiaux, représentant au total 20 places d'accueil sur les communes de Podensac et de Portes. Les parcelles suscitées ont entre-temps fait l'objet d'une installation illégale par les membres de la communauté rome, environ 40 familles. Une saisine des services de la préfecture pour une expulsion a été faite par le président à l'époque et le maire de Podensac en décembre 2020. Demande restée sans suite, malgré une réunion sur site avec les forces de l'ordre et le sous-préfet Suzanne. En effet, comme vous le savez, cette communauté bénéficie d'une protection particulière en Europe. Ces personnes sédentarisées travaillent dans nos vignes ou dans le domaine des travaux publics. L'État nous demande donc de pouvoir en premier lieu à nos obligations dans le cadre du schéma départemental avant de procéder à une expulsion. C'est pourquoi nos services travaillent sur ce projet de terrains familiaux à Portes et cherchent également à construire d'autres projets en lien avec nos obligations sur Podensac ou dans une zone géographique proche. Voilà. Ça, c'est la dernière réponse en date de l'État. Bon, donc j'en prends acte, puisque je n'étais pas au courant de tout, un certain nombre d'entre nous non plus, sans doute. Donc voilà, c'est un vieux dossier, et comme on voit l'air, comme cette aire est en plus fléchée au rond-point de Céron, c'est curieux. L'information est intéressante. Donc pour le moment, ce sont des gens qui sont situés sur cette qui l'occupent illégalement, qui ont donc l'électricité, l'eau, etc. Non. Comment ça marche? Ils sont complètement dans... Ils voient l'électricité là où... Ils ont des groupes, ils ont construit en dur. Alors, nous, on a demandé, il faut que vous le sachiez quand même, on a demandé l'expulsion, enfin, je l'ai demandé puisque c'est sur un terrain intercommunal, j'ai demandé l'expulsion accompagné du maire de Podensac. Nous avons eu une réunion avec le sous-préfet de l'époque qui était M. Suzanne, et il y avait les services de gendarmerie, et il y avait M. Lantoine, que certains d'entre vous connaissent de la DAB, donc qui était là, et apparemment, ils n'étaient pas favorables, enfin, en tout cas, ils nous ont dit qu'ils allaient transmettre ça à Madame la préfète, mais ils n'avaient pas un avis très favorable pour que l'on pratique à l'expulsion tant qu'on n'avait pas trouvé d'autres solutions entre-temps. Voilà. Mais on a fait cette demande d'expulsion. Voilà. Est-ce que ça représente un coût pour la collectivité ou pas actuellement? Non, si ce n'est qu'ils sont complètement... Et à venir. D'accord. Ok. Donc ça, quand vous me dites cette réponse, elle date de quand cette réponse? Il y a combien de temps que ça a été fait, ça? Décembre 2020. Décembre 2020. Et Michel, c'est une réponse constante de l'État depuis des années. Tant que vous n'êtes pas en ordre, voilà, on ne donnera jamais d'ordre d'expulsion. C'est clair, net et précis, ça a été donné par le sous-préfet Mercant il y a des années. Et là, dernièrement, par Suzanne, qu'elle va lancer à cette réunion. Oui, on se rend là. Où en est-on de nos obligations réglementaires à ce jour? on travaille sur le projet de Portes, terrains familiaux, et on ne sait pas. Enfin, en tout cas, on travaille et on essaye de prospecter pour peut-être ailleurs. On essaye de se mettre en conformité avec le... Vous avez identifié des terrains possibles ou pas? Oui, Pléniac. Oui. Sur Pléniac. Le maire confirme. Bon, donc, acte. Oui. J'avais une deuxième question. Oui. En début d'année 2021, vous nous avez informé du départ de M. Benoît Boutinon de son poste de DGS de notre collectivité. Pourriez-vous nous éclairer sur sa situation actuelle, dans la mesure où nous avons pu constater qu'il fait toujours partie du personnel de Convergence Garonne? Quel est son statut actuel? Combien de temps peut durer cette situation? Quelles en sont les conséquences financières pour notre communauté?
Juste, chers collègues, une petite précision. En principe, en conseil communautaire, c'est-à-dire en séance publique, on ne traite pas de dossier particulier d'agent. Ça, c'est un principe général que normalement... Est-ce que c'est un principe, est-ce que c'est une règle, un principe c'est une règle. ou une loi? C'est une règle. Mais je vais vous dire quand même, bon, le DGS antérieur donc, était sur un emploi fonctionnel. À la date du... voilà, en février 21, donc la nouvelle gouvernance a mis fin à sa décharge. Bon. Par contre, il y a un statut qui indique qu'il doit être affecté sur un poste vacant équivalent. Donc, c'est-à-dire de cadre A. S'il y en a un, il y en avait un. Donc, on l'a mis sur ce poste-là de manager de commerce. Et il y est depuis. Et si on n'avait pas eu ce poste-là, eh bien, il fallait qu'on le paye à rester chez lui au même tarif. Voilà. Donc, on l'a mis là. Il travaille avec notre responsable du développement éco, qui lui donne un certain nombre de tâches, et voilà où on en est. Alors, pourquoi est-on obligé de poser ces questions pour avoir les réponses, sachant que ça aurait pu être évoqué, pour ne pas l'évoquer en séance publique, en séance de commission, ce qui n'a jamais été fait? Oui, mais qui a posé la question en séance de commission? Si vous voulez, vous êtes là aussi en commission pour nous informer de la vie de la collectivité. Oui, mais c'est toujours très compliqué, M. Garat, d'aborder des sujets particuliers d'agents. Alors, si vous nous posez en commission de ressources humaines, on vous répondra. Mais on ne sera pas à l'initiative. C'est une information qui évite d'avoir des commentaires de couloir sur la situation de ce monsieur. Il est toujours préférable d'avoir des informations au moment où les choses se déroulent. Je ne conteste pas la légitimité que vous me demandiez. La position qui consiste à attendre que vous ayez des questions pour nous informer n'est pas satisfaisante. Oui, mais écoutez, vous êtes en commission, vous nous posez les questions en commission. Et on vous donnera la réponse et on ne sera pas en séance publique. Ceci dit, sur le fond, c'est jamais que l'application des textes qui régissent les collectivités publiques. On a demandé une info. S'il te plaît, tu as parlé. À partir du moment où il était de notoriété publique, et ça a été communiqué qu'on mettait fin à sa fonction de décharge, il rentrait dans le cadre général de la législation et des réglementations. Et des statuts. Vous avez toujours raison quand on c'est pas qu'on arrête, mais on applique les statuts. Essayez d'entendre ce qu'on vous dit quand on nous demande davantage d'informations. C'est-à-dire qu'on veut que l'information descende aussi. On n'est pas uniquement là pour poser des questions. Monsieur Garat, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais absolument. Il y a raison de plus pour nous en parler. Non, quand ça mais se passe. il a été mis fin à la décharge. Il a été placé, ce que nous imposent les statuts, il a été placé sur un poste vacant équivalent à son grade. Il y est. Eh bien, il y est. Enfin, c'est comme ça, quoi. Je sais pas dire. Par rapport à ce qu'a évoqué le président, moi j'aimerais que ça ne paraisse pas au compte rendu. Voilà. Pour quelle raison? Oui, parce que c'est on donne son nom. Non, c'est une information. On part du principe où on ne parle pas. C'est une information. On parle pas des agents. On les nomme pas. Il n'y a rien d'illégal. C'est fait dans les règles de l'art. Je ne vois pas pourquoi on ne mettrait pas au PV. Aucune raison. Alors, il faut faire un commentaire très simple. Une question a été posée sur M. Goutineau. Ce n'est pas politique, c'est une question d'information. Conformément à la réglementation, il faut que cette poste, on en parle plus. Écoutez, dans une bonne entente, je vous ai répondu. Normalement, concernant des sujets particuliers d'agents, la prochaine fois qu'on en posera en séance publique, je dirais, je ne peux pas vous répondre. Je vous en poserai pour autant, parce que oui, si on n'a pas d'information, la réponse, la prochaine fois, en commission, je vous en poserai. J'apporte pas de... Parce que normalement, n'est pas une formule légale, normalement. Alors, soit on a le droit de le faire, soit on n'a pas le droit. Soit on a le droit d'être au courant de la vie de la collectivité,
soit c'est réservé à quelques applications autour de cette place. Non, emploie des termes français, moi, je suis En pas commission RH, on parle, on échange, Enfin, venez en commission. on n'informe de rien. Voilà. Pardon ? Fais pas d'amalgame, là. Bon, Je suis désolée, mais voilà, je vous ai donné la réponse. Ça figure au procès verbal. Non, ça on vérifiera la légalité et puis voilà. Après, moi, je tiens à dire, c'est pas le tribunal public. Donc, effectivement, je crois qu'il faut avoir un peu d'égard pour les agents. Il y a des gens vis-à-vis des agents. Donc, moi je propose qu'on vote pour savoir si ça figure ou pas. On fera les vérifications. Jean-Marc fera les vérifications. Le rôle de responsable, c'est de prévenir le contrôle communautaire. Vous ne l'avez pas fait. C'est pour la question du contrôle. Bon, alors, Il n'y en a pas prévenir. M. Boutineau a été mis, on a mis fin en fonction de M. Boutineau en tant que directeur des services, on n'était pas en phase sur sa manière de travailler. C'est clair, celle-là? C'est clair, mais ça doit figurer. Ah voilà. Bon, donc à partir de là, on a appliqué. Voilà, la réglementation en vigueur. D'autres questions? Oui. Je suis désolée, je n'ai pas préparé, on m'avait ni prévenu. Ça concerne la mobilité, la compétence mobilité. Escoussin, l'école d'Escoussin même, fait partie d'un groupement pédagogique à cheval sur deux communautés de communes. Convergence Garonne, qui a pris la compétence mobilité, et Rural Entre-deux-Mers, qui ne l'a pas prise. On a été à la sous-préfecture, j'avais appelé Johanna en ce sens. On a été à la sous-préfecture, on nous a alerté sur le fait qu'il y avait un problème de l'ordre juridique, du fait que la région subventionne en fait le transport des écoles, de nos écoles, et que la compétence mobilité, quand on l'a voté, cette compétence, il nous avait été dit que le transport à la demande et le transport scolaire, ça attendrait. Ce n'est pas immédiat, c'était quelque chose qui se mettra en place. Et donc là, moi, je me retrouve dans une situation où on me dit que peut-être les enfants d'Escoussin ne sont pas couverts en termes de sécurité de transport, et puis que les transports sont donc subventionnés par la région pour les 3 communes du regroupement, qui sont de communes rurales. Et Escoussin, donc, relève de la CDC, qui est organisatrice et qui doit prendre à sa charge. Voilà. Je n'ai pas toutes les infos, c'est juste ce que je vous dis, c'est ce qui a été présenté. Là, à l'heure actuelle, pour faire un point d'étape sur la mobilité, on n'a pas demandé, quand on a demandé la compétence, on n'a pas demandé le transport scolaire. Il restait, ce qui était prévu, ce qui est resté à la région, et que pour mettre une ligne de transport scolaire, après, il y a tout ce qui est versement mobilité, pour le moment, on n'a pas fait. Donc on a demandé des informations à la sous-préfecture qu'on n'a toujours pas. Donc on vous tiendra au courant dès qu'on aura des infos. Pour juste faire un point d'étape aussi, on va certainement, dans l'année 2022, lancer une étude avec le CEREMA à l'échelle des 3 communautés de communes qui ont pris la compétence, c'est-à-dire notre communauté de communes, Sud-Gironde et la Réole. Une étude pour voir, si vous voulez, au niveau des mobilités, du schéma de mobilité, on lancerait ça avec le CEREMA. Voilà. À l'heure actuelle. Dès qu'on a une réponse sur le transport scolaire, vous l'avez entendu. Oui, parce que moi, on commence à avancer, en comité syndical, on commence à avancer ça. Moi, j'ai entendu ce qu'on nous a dit à la sous-préfecture. C'est très inquiétant parce que, voilà, que vont devenir les enfants dans ce regroupement pédagogique. Voilà. Et je ne suis pas seule, il y a Cardan aussi qui est concerné, je pense. Voilà, donc en fait, c'est une problématique qui, en fait, pour moi, c'est très très important. Voilà. Oui, donc là, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, ça concerne l'aire de covoiturage d'ILAS. Je voudrais savoir où on en est exactement, parce que selon les réunions, on devait être livré au mois de septembre de cette année. On a annoncé une livraison pour le mois de mars 2022, et apparemment ça pourrait être au-delà de mars 2022 avec
si j'ai cru comprendre, un changement de bureau d'études. J'aimerais bien savoir où ça en est et quand c'est que cette fameuse aire de covoiturage sera enfin livrée. Oui, pour répondre à la question, déjà il y a une réunion des bâtiments voiries la semaine dernière. Je crois que je n'étais pas présent, mais c'est pas moi. Donc, concernant l'art de covoiturage, on a présenté trois nouveaux, trois nouvelles possibilités d'accès à la demande, de Vinci et de la structure qui gère, les autoroutes, à savoir, pour l'instruction, réalisation d'un giratoire, le grand giratoire au niveau du Carrefour, qui serait pris en compte par le département. Une deuxième solution, c'est supprimer la voie d'accès la plus proche de l'autoroute, qui soi-disant pourrait générer des dangers. Et la troisième solution, c'était de supprimer provisoirement l'aire de la Valourde pour les bus, de façon à attendre, la construction du giratoire, du futur giratoire pour le département, pour la remettre en état et refaire après, un circuit pour le bus. Quand même préciser aussi que l'heure de covoiturage, c'est pas fait pour les bus, c'est fait pour les voitures. Mais ça, c'est un aparté. Concernant la planification, il n'a jamais été question que ça se finisse cette année. La planification, c'était sur 2000. Il y a eu des décalages par rapport à ce que je viens d'évoquer. La nouvelle planification, puisqu'il y aura une réunion nouvelle qui va avoir lieu avec les instances, et ainsi. Ça sera pour fin 2022, et là, effectivement, il n'y aura pas par rapport à ça. Donc tout ça, c'est venu du fait, de la demande de la maîtrise d'œuvre, de parenthèse, des autoroutes, qui a préconisé, de supprimer ces différentes lois, ce qui a généré du retard dans l'évolution de ce projet. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de souci particulier par rapport à la commune au niveau financier, puisque nous restons quand même, nous, dans la solution de base. Il vient de se rajouter simplement, ce fameux giratoire, qui sera pris en compte par le département, mais ça, à mon avis, ça peut être pas dessus. Donc il y aura certainement une phase de transition par rapport à ça. Et concernant le bureau d'études, est-ce qu'il y a eu un changement de bureau? Moi, j'ai pas eu d'écho sur le changement du bureau d'études. J'ai une seconde question, vous me pardonnez. Oui. Concernant l'ère des gens du voyage, sur Cortège, j'ai entendu à la même commission que le coût serait de 746 000 € à peu près. Est-ce que moi c'est ce que m'a dit monsieur Lagardère, qui était présent à la réunion, donc je souhaitais savoir ce qui justifiait cette somme sur Cortège. Le coût, effectivement, pour résumer la situation sur les gens de voyage, donc, je vais vous expliquer depuis l'origine. Donc, c'est le CMGO, c'est-à-dire Gaïa, avait rétrocédé un terrain qui ne toujours pas rétrocédé, ça peut d'ailleurs un projet connu, pour la construction de cette terre d'accueil. Et là-dessus, donc, comme c'est financé dans la il a fallu remplir. Il a fallu apporter des rentrées. Donc, comme un accord avec Gaïa, donc, c'était proposé de remplir cette zone-là sur une hauteur environ entre 8 mètres, ce qui a été réalisé. D'accord? Évidemment, parce que la graveur avait déjà été exploitée. Donc, ils ont remblayé la zone, une zone de 5 000 m² à peu près, concernant la surface de etc. Là-dessus, donc, ça s'est passé déjà il y a 2 ans, là-dessus, donc, il y a un projet qui est en cours, qu'on vous a présenté à l'entreprise. Et dans ce projet, par rapport à la stabilité du sol, il y aurait des pieux, des micro-pieux qui sont prévus, pour stabiliser les ouvrages concernés. Là-dessus, donc, il y a eu une étude en parallèle qui a été réalisée sur notre structure par rapport à un traitement de l'année aussi avec des photons, quelque part, mais ça, c'est pas encore confirmé. Et par rapport à la stabilité de ce projet, donc, il a fallu, comme je viens d'évoquer, mettre des micro-pieux, multiplier la possibilité de mettre des micro-pieux. Avec les intempéries qu'il y a eu, avec les essais à la plaque qui ont été faits, parce que les essais importants ont été faits sur l'ensemble de cette plateforme, il a fallu donc, à la demande du bureau d'études, purger la zone concernée
sur une hauteur à peu près de 70 à 80 cm. Tout ça, bien évidemment, à la charge de l'entreprise et pas à la charge de la petite commune. Quand même le préciser. Là-dessus, l'entreprise donc CMJO, qui est de ex-Gaïa, parce que maintenant elle s'appelle CMJO, a passé un contrat avec une entreprise bordelaise pour amener des matériaux inertes donc en substitution sur cette épaisseur-là, sur l'ensemble de la plateforme. Par rapport aux intempéries, l'entreprise bordelaise s'est engagée de finaliser ses travaux pour fin décembre, donc ils ont pris effectivement énormément de retard, et les intempéries ont fait aussi que malheureusement tout ça a retardé, je dirais, l'opération. Et aujourd'hui, nous en sommes là, donc il y a des matériaux d'apport qui sont amenés au fil du temps par rapport aux travaux urbains sur Bordeaux. Pour embrayer quand même cette surface, il faut quand même aussi des matériaux inertes, un volume considérable, je dirais, pour embrayer à la côte convenue. Voilà. Aujourd'hui, donc, on en est là. On attend un petit peu les événements. Comme l'a dit le président tout à l'heure, on est en train aussi de regarder les faisabilités, voir comment ça peut se passer. Concernant les estimations, effectivement, on arrive à une fois 650 millions de dollars. J'entends 746 000. Pardon? J'ai entendu 746 000. Oui, je n'ai pas les chiffres tout à fait. Peut-être, mais c'est très important. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous sommes devant un montant très important, on est en train de revoir un petit peu tout cela et de trouver des solutions alternatives justement pour minimiser le coût de cette opération. Voilà. Merci pour votre réponse. Chers collègues, c'est là où on voit tout l'intérêt de poser les questions antérieurement, comme ça nous permet de pouvoir vous donner à l'euro près le montant. Oui, non, mais je vais le montant. D'accord. Bon, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc c'est le dernier conseil communautaire de l'année. Donc je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes. Surtout préservez-vous bien, restez en bonne santé et on se retrouvera à la nouvelle année. Merci.